Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. J'espère que cette vidéo là va fonctionner parce que du coup je l'avais tournée il y a quelques jours mais il y a eu un souci et du coup je m'en suis rendu compte au montage, donc j'espère que là que ça va fonctionner. Donc on recommence. Donc vous en doutez, au vu du titre, il s'agit du coup de la vidéo sortie livresque, de toutes les petites beautés qui sortent ce mois-ci. Il y en a plus d'une, j'ai vraiment impatience parce que du coup il y a des suites de sagas. Il y a une suite que je m'attendais pas à voir, donc je suis d'autant plus contente parce que l'auteur est juste parfait et j'aime beaucoup cette saga là, donc normalement ça devrait le faire. Donc voilà, puis on est quand même plutôt bien gâté avant Noël, donc en vrai c'est plutôt bien. Donc c'est parti, je vais vous montrer toutes celles que moi j'attends avec impatience, sachant qu'il y en a beaucoup d'autres qui sortent mais que soit j'ai pas lu les tomes, soit il y a quelque chose qui me gêne et du coup pour le moment je les ai pas mises dans ma pile à lire absolument. Donc c'est parti. Alors on commence le 1er novembre avec du coup Souveraine qui sort. Il s'agit du tome 2 de cette saga qui en a 3. Je vous lis le résumé. Après l'invasion de Témarin par l'impératrice Margaro qui a sacrifié sa fille Séphronia pour accomplir ce funeste dessein, Daphné et Béatrice n'ont qu'un seul objectif, venger leur sœur adorée. Tandis que l'une poursuit son alliance fragile avec les rebelles dans le Frivre glacial, l'autre s'enfuit d'une sororité bien gardée. Quand les étoiles elles-mêmes leur viennent en aide, les deux princesses commencent à comprendre l'immense pouvoir qui coule dans leurs veines. Mais il faut faire vite et être plus habile que leur mère qui poursuit froidement son plan machiavélique pour dominer le continent, déterminée à tuer encore si Béatrice et Daphné se mettent en travers de son chemin. Franchement j'ai trop hâte, j'avais adoré le tome 1, donc j'ai plus que hâte de me lancer dans celui-ci. Le 2 novembre, nous avons Le Royaume des Corbeaux, le tome 1, la maison aux ailes déployées. La couverture est assez intrigante. Je vais vous lire le résumé. Libère les corbeaux, Fallon, et ils te feront reine. Avant qu'un oracle ne me prédise un avenir royal, je n'aurais jamais imaginé m'élever un jour plus haut que la pointe de mes oreilles. Après tout, je ne suis qu'une semi-humaine adorée par les animaux, mais détestée par tous les faillis au sang pur de la cour. Enfin, par tous, sauf un. Dante Reggio, prince de Luce, a ravi mon cœur le jour où il m'a donné mon tout premier baiser. Alors si je dois rassembler un tas de vieilles reliques pour renverser le souverain actuel et couronner son frère, afin qu'il gouverne à mes côtés, je veux bien me lancer dans une chasse au trésor. Si seulement l'oracle avait prévenu que pour libérer un démon ailé, que j'allais libérer un démon ailé dans le monde, et que je deviendrais l'obsession de ce démon. Franchement, ça a l'air trop bien. Le résumé donne hyper envie, et ça a l'air d'être un peu la vibe... en tout cas dans le résumé il y a un peu une vibe de Sarah Dimas et du Prince Cruel, donc on va voir ce que ça donne, mais en tout cas j'ai extrêmement hâte. Le même jour, le 2 novembre, donc du coup c'est la suite, c'est Married to Magic, le tome 2, et en même temps c'est avec le Prince Fae. J'avais lu le tome 1, c'était un pacte avec le roi elfe que j'avais plutôt bien aimé. Je les prends en e-book ceux-là, donc je vous lis le résumé. Le mal est fait, je me suis mariée et je vais devoir quitter le seul foyer que j'ai connu pour un homme dont je n'ai même pas entendu le nom. Catria s'est jurée de ne jamais tomber amoureuse. Elle a assez souffert des cruels ravages que l'amour a fait dans sa famille. Mariée de force au mystérieux seigneur Fenwood, elle se résout à mener sa nouvelle vie comme elle l'entend, sans encombrer de sentiments. Mais son nouveau mari ne lui félicite pas la tâche. Et puis il y a tous les petits détails étranges, les règles auxquelles elle doit respecter, les cris qui percent parfois la nuit, l'attaque terrifiante d'une faille créature à laquelle Catria ne croit même pas. Lorsqu'elle surprend un rituel qu'elle n'aurait jamais dû voir, la jeune humaine se retrouve propulsée dans le Mythscape, dotée d'un pouvoir qui ne lui était pas destiné. Tandis que son attirance pour son mari s'épanouit, Catria doit apprendre à survivre dans ces terres sauvages et magiques, sans compter qu'un roi cruel et sanguinaire cherche à lui arracher la magie qu'elle porte en elle, afin de s'approprier la légendaire couronne de verre, l'héritage de son mari. Franchement, ça a l'air super, donc j'ai hâte de voir. En tout cas le tome 1 m'avait plutôt bien plu, donc à voir si ce tome 2 me plaira. Je pense, en fait c'est des histoires qui se suivent mais qui n'ont pas de rapport en tout cas les personnages n'ont pas de rapport les uns avec les autres tomes. Le même jour, le 2 novembre, nous avons The Way I Used to Be, le tome 1 qui sort. Je vous lis le résumé. Les 14 années précédentes n'ont été qu'une répétition générale pour me préparer à bien la fermer maintenant. Une nuit, le monde d'Eddie bascule et ses certitudes volent en éclats. Une nuit où le meilleur ami de son frère la viole et la laisse anéantie, alors Eddie enterre au plus profond de son être celle qu'elle était. Les amis, les mecs, plus rien ne pourra jamais être comme avant. Désormais, elle prendra tous les matins les chemins du lycée, les yeux secs et les poings fermés. Il me donne envie, on va voir ce que ça donne. Mais en tout cas, il m'attire, je ne saurais pas dire pourquoi, mais voilà. Le 8 novembre, nous avons Le Royaume Céleste, le tome 2, le cœur
le cœur du guerrier soleil, la couverture est toujours aussi belle. Stardust nous fait un très beau travail, donc je vous lis le résumé. Xinjin a retrouvé sa mère, la déesse de la lune, mais surtout elle l'a écartée de toute menace pour de bon, elle peut donc se permettre un peu de repos. Mais l'insouciance est de courte durée car une étrange magie vient à nouveau menacer la paix qui règne sur les lieux. Et l'empereur céleste ne compte pas laisser passer un énième débordement. Forcé une nouvelle fois à abandonner sa maison et sa famille, Xinjin s'aventure dans les terres du royaume encore inexplorées à la rencontre de créatures légendaires, de monarques rusés et d'adversaires assoiffés de vengeance. Avec de nouvelles alliances qui changent plus vite que la marée, Xinjin doit surmonter des rancunes, les ennemis du passé pour se forger une nouvelle voie, cherchant du soutien auprès d'alliés inattendus. Alors qu'une terreur sans précédent menace le royaume, Xinjin devra écouter son cœur affronter ce mal qui gronde avant qu'il ne détruise tout ce qui lui est cher, les êtres qu'elle a appris à aimer, même si cela exige le plus grand des sacrifices. Donc, c'est la suite. Voilà, j'ai vraiment hâte, on va voir ce que ça donne. Ça donne plus que hâte. Le 8 novembre, nous avons Hunt Me Down, donc c'est un roman policier. Je vous lis le résumé, en tout cas, ça m'a l'air plutôt pas mal. C'est un roman policier, mais dans la catégorie nu adulte, donc vous vous doutez bien que, en tout cas, le résumé nous promet une petite histoire d'amour. Donc je vous lis le résumé. Il suffit d'une seconde, d'un regard, pour que la vie d'Alexandra bascule à jamais. Elle seule a vu le visage du collectionneur, le tueur en série qui tire en échec l'ensemble des polices européennes et a échappé à sa folie meurtrière. Depuis, elle est la proie et chaque jour la mort talonne un peu plus près. Heureusement, comme elle est le dernier témoin en vie capable de l'identifier, Alexandra accède au programme de protection coordonné par les agents d'élite sous la direction d'Enzo Lombardi. Seulement voilà, non seulement elle doit renoncer à sa vie entière et se plier à une centaine de règles toutes plus contraignantes que les autres, mais en plus Enzo la rend folle. Il est autoritaire, arrogant, brut, buté, mais surtout diablement sexy. Il a pour mission de la protéger, mais son accent italien et ses yeux de velours pourraient bien menacer le cœur d'Alexandra. Voilà. C'est une petite histoire d'amour qui ne fait jamais de mal. Le 9 novembre, nous avons Mystic Flow, du coup le tome 2, La plume de l'âme. Je vous lis le résumé. Sage échappe de justesse à la captivité et fait face à de bouleversements. La direction de Puy-sur-Embrun est arrêtée pour l'avoir... La directrice de Puy-sur-Embrun est arrêtée pour l'avoir caché et le second conseiller Damer découvre la localisation de McFlow, dont il possède désormais une clé d'activation. Aidé par Rita, Sage élabore un plan risqué pour contrer Damer, mais surtout devenir l'atout de la commandante Mori, tandis que Diba sera formée à la technologie des robots par leur ingénieur. Leur but, subtiliser les mechas le moment venu pour les éloigner du continent. Donc c'est la suite. J'ai plus que hâte parce que j'avais beaucoup aimé le tome 1, donc franchement ça vend pas mal de rêves. Le 9 novembre, nous avons Babel qui sort chez la maison d'édition de Saxus. Il me faisait déjà de l'œil en vrai en anglais. J'avais eu 2-3 extraits, ça me donnait extrêmement envie, donc j'espère que la traduction sera, on va dire, à la hauteur. Donc je vous lis le résumé. Un acte de traduction est toujours un acte de trahison. 1828, un jeune orphelin chinois est recueilli à Canton par un professeur et conduit à Londres. Rebaptisé Robin Swift, le jeune garçon consacre ses journées à l'étude des langues dans l'optique d'intégrer le prestigieux Institut royal de traduction de l'université d'Oxford, plus connu sous le nom de Babel. Perso de l'argentogravure, les étudiants y exploitent le sens perdu des mots à l'aide de barres d'argent enchantées. Dès ses premiers jours à Oxford, Robin prend conscience de ce que ses travaux confèrent à l'Empire britannique une puissance inégalée et servent sa soif de colonisation, au détriment des classes défavorisées de la société et de ses territoires. Servir Babel revient donc à trahir sa patrie d'origine. Peut-il espérer changer Babel de l'intérieur ou devra-t-il sacrifier ses rêves pour faire tomber cette institution? Franchement, le résumé donne plutôt bien envie et les résumés, je vais y arriver. Ces extraits que j'ai lus en anglais me donnaient extrêmement envie et il est en tout cas très bien noté en anglais, donc j'espère en tout cas ne pas être déçue de la traduction qui pourrait du coup, on va dire, un peu casser le rythme du bouquin, mais à voir. Mais en tout cas, il me donne super envie. Le 9 novembre, il y a une suite de saga que j'y attendais pas. En fait, c'est un avant de la saga de sang, d'écume et de glace. C'est de lave, de métal et de rage, les semeurs de mort, et ça parle d'avant
du coup d'avant cette saga-là. Donc en vrai, j'ai plus que hâte parce que l'auteur manie extrêmement bien sa plume et le sarcasme avec brio. Donc je voulais le résumer. La guerre entre les sirènes de l'Atlantide et les sirènes scandinaves semble ne pas avoir de fin. Mais l'arrivée dans le combat des sanguinaires jumeaux Hilde et Victor pourrait bien faire pencher la balance. Surnommés les semeurs de mort, ils font régner la terreur et semblent invincibles. Néanmoins, Victor sait que le temps lui est compté. En tant qu'homme, dans un monde régi par les femmes, il n'est d'utilité que pour la guerre et sera réduit en esclavage dès sa fin. Il n'a qu'un seul espoir s'il veut rester libre, s'entourer d'alliés puissants et trouver avant tous la pierre d'énergie tant convoitée à travers les océans afin de reprendre le contrôle de sa destinée. Donc on est sur le papa. Donc en vrai, j'ai plus que hâte de voir ce que ça va donner parce qu'il reste quand même un personnage assez énigmatique dans cette saga. Donc pourquoi pas. Le 15 novembre, c'est toujours une suite. Nous avons Twin Crowns, le tome 2, du coup Curse Crown, et donc c'est le deuxième tome d'une trilogie. Donc je vous lis le résumé. Rose et Vren se sont ensemble proclamées reines des Anna. Seulement, beaucoup d'habitants du royaume sont mécontents à l'idée de voir une sorcière à la tête d'Anadan. Rose se lance donc dans une tournée à travers le pays pour redorer l'image de celles qui ont longtemps causé l'effroi. Accompagnée de Shen, elle y voit notamment l'occasion de retrouver la ville disparue dont elle est originaire. En parallèle, Vren est décidée à sauver sa grand-mère Bamba et part donc pour Ginevra. Mais pendant leur absence, la rumeur gronde. Tout le monde a encore en tête la malédiction des sœurs jumelles qui autrefois ont régné ensemble et qui ont causé le chaos sur le royaume. Si les deux reines ne trouvent pas de solution, elles risquent de perdre leur place sur leur trône. Franchement, j'ai vraiment hâte parce que du coup là, le tome 1 avait été plein de rebondissements, d'actions et du coup on voyait les deux points de vue, donc c'était assez intéressant. Donc j'espère qu'on verra les deux points de vue aussi dans celui-ci et que c'est toujours aussi bien. Donc en vrai, j'ai plus que hâte. Le 22 novembre, nous avons Celle qui devient le soleil, le tome 2, celui qui noya le monde, chez la maison d'édition Brajlon. Alors là, je suis désolée si je dis mal les prénoms. Zu, le royaume de lumière, le roi de la lumière a réussi à l'exploit d'arracher le sud à la Chine à ses maîtres mongols. À présent, elle brûle d'un nouveau désir, s'emparer du trône et se couronner empereur. Mais Zu n'est pas la seule à nourrir cette ambition. Sa voisine au sud, la vénéneuse courtisane Madame Zhang, bring le trône pour son époux et sa puissance pourrait anéantir Zu et ses partisans. Pour rester dans la partie, Zu doit conclure une alliance risquée avec son ancien ennemi, le général eunuque Ouyang, aussi brillant qu'instable, car Ouyang a déjà tout sacrifié dans le but de se venger du Grand Khan, le meurtrier de son père. Tous ignorent cependant qu'au nord, un rival s'est rapproché du trône, l'érudit méprisé Wang a manœuvré jusqu'à entrer dans la cour et ses dangereuses intrigues menacent de mettre l'Empire à genoux. Car Wang, lui aussi, a soif de vengeance, il veut devenir le grand Khan, le plus détesté de l'histoire, et se faisant fouler au pied de toutes les valeurs que sa famille des rois mongols chérissait plus que lui. Les prétendants au trône sont prêts à tout, mais lorsque le désir est aussi grand que le monde, le prix à payer pourrait être trop élevé, même pour les plus déterminés d'entre eux. Une belle guerre en tout cas a l'air d'avoir lieu, ça va être impressionnant. Le 29 novembre, nous avons Axaven, le tome de l'Alliance Noire, qui sort. Je vais le regarder et je pense que je le lirai pour mon prochain Pumpkin Autumn Challenge, parce que du coup Halloween est passé, mais j'ai plus que hâte de lire la suite. Dans l'enceinte de l'Académie Axaven, une chose me dérange. La magie a commencé à agir étrangement. Lorsqu'une opportunité de visiter Paris se présente, France saute sur l'occasion, aspirant à l'aventure et à cherchant des réponses sur son propre pouvoir. Une fois qu'elle et ses camarades de classe Maxine et Léna atteignent les rues anémiées de la France apprend que les sortilèges qu'elle a utilisés pour parler à son frère décédé a eu de terribles conséquences. Le voile entre les vivants et les morts a été déchiré par son imprudence et un groupe de magiciens utilise la faille pour leur propre profit à un coût effroyable. Pour réparer ce tort et sauver des vies et ses propres pouvoirs magiques, France doit chercher des réponses dans les salons de sociétés secrètes parisiennes, les salles du Louvre et les tunnels des catacombes. Son seul choix est de faire équipe avec la personne avec qui elle est jurée de ne plus jamais faire confiance, risquant ainsi une très nouvelle trahison et sa vie. En vrai, j'ai plus que hâte. Le même jour, le 29 novembre, il y a Harbing
le tome 1, Storm Glass, qui sort. Je vais le prendre en e-book. La couverture me tente extrêmement bien. Franchement, elle est sublime. Elle m'a attiré tout de suite l'œil. Donc je vous lis les résumés. Il existe deux mondes. L'un a conquis les nuages, l'autre a sombré dans le brouillard. Abandonnée alors qu'elle était enfant, Setty vit dans le ventre creux dans la peur des fantômes qu'elle semble la seule à voir. Elle réside dans le monde d'en bas jusqu'à ce qu'un vice-amiral fortuné l'en délivre et lui offre la vie dont elle a toujours rêvé, tout là-haut dans les nuages. Là où les manoirs flottent dans le ciel grâce à une magie énigmatique et où les privilégiés mènent des vies de rois. Serra est la petite fille de l'empereur. Tous envient sa place, pourtant seule avec sa gouvernante et ses parents, la jeune princesse n'a qu'un seul désir, explorer le monde qu'elle aperçoit tout juste depuis sa fenêtre. La vie des deux jeunes filles est sur le point de changer à jamais. En tout cas, ça me donne extrêmement envie, donc on va voir ce que ça donne. Le 30 novembre, nous avons Le Chair et le Feu, le tome 1, Une ombre dans la braise, qui sort de Jennifer Armentrout, qui est l'auteur de la saga Le Sang et le Cendre, que j'aime beaucoup. Donc cette saga, normalement je devrais aimer aussi, donc je voulais le résumer. Son destin a été écrit bien avant sa naissance, mais son cœur a d'autres projets. Céréphanée, Myriel n'a jamais été maîtresse de son destin. Afin d'honorer un pacte passé par son aïeul pour sauver le royaume, elle doit abandonner sa vie et devenir la consort Myknos, l'originelle de la mort. Mais sa véritable destinée est le secret le mieux gardé de Lésinia. Depuis son plus jeune âge, elle s'entraîne pour devenir l'assassin parfait, l'arme suprême qui pourrait éliminer l'originel de la mort. Si elle échoue, elle condamne son royaume à la destruction. Tout était parfaitement planifié jusqu'à Nyktos, jusqu'à ce qu'il éveille en elle une passion qu'elle ne s'était jamais permis de ressentir pour personne, et encore moins pour lui. Mais Serra ne doit pas oublier qui elle est, l'élue, consoeur et meurtrière. Sa vie et son cœur ne lui ont jamais appartenu. Pourquoi pas ? Après tout, ça peut être plutôt pas mal. Et le 30 novembre, c'est encore une suite de saga. Il s'agit de Ses plaisirs violents, le tome 2, Nos fins violentes, et c'est la fin de cette trilogie de l'édition Sabran. Je vous lis le résumé. Juliette s'affirme comme héritière impitoyable du gang des Écarlates pour ne pas être évincée par son cousin. Tant pis si Roman doit la haïr pour ça. Dans le clan inverse, la position de Roman n'est guère plus confortable. Il se sent responsable de la mort de Marshall en ayant laissé Juliette revenir dans sa vie. En parallèle, Shanghai est en ébullition. Les forces politiques conduisent la ville au bord du chaos, tandis qu'un nouveau péril monstrueux apparaît. Encore une fois, seule l'alliance des deux héros, plus éloignés que jamais, pourrait sauver le monde de leur anéantissement. Ça promet. Et voilà, j'espère que ça vous a plu. C'est beaucoup de suites de sagas et c'est souvent en fait des tomes de milieu, le tome 2 ou autre, donc c'est des tomes un peu on va dire de transition qui font que soit ça passe soit ça casse pour les sagas. Donc j'ai plus qu'hâte de les lire. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous, il y a d'autres bouquins que vous attendez avec impatience. Et puis voilà, moi je vous dis à lundi prochain pour une prochaine vidéo. Bye bye.